Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est consacré au retour d'expérience de démarche de responsabilité sociétale des entreprises dans le transport et la logistique. J'ai le plaisir d'accueillir qui viennent témoigner Coralie Cugliel-Métis de Geodis, Laurence Capossel de Setup, Bernard Locascio des autocars Philibert et Guillaume Guigelcrant du groupe Samat. Avant qu'on débute ce webinaire, je voulais rappeler que donc, vous avez un bouton aide pour tout souci technique, si vous avez des problèmes de son ou d'image. Le support est disponible au téléchargement pendant le webinaire via le petit lien de nuage. Néanmoins, je ne vous incite pas à le télécharger puisque vous allez voir, le contenu n'est pas sur le PowerPoint, mais c'est ce que vont indiquer du coup nos intervenants. Le replay, en revanche, sera bien disponible sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne F Transport Logistique, dans laquelle vous pouvez trouver d'ailleurs le replay de l'ensemble de nos webinaires. Vous pouvez évidemment poser vos questions, j'insiste, dans la partie questions et non pas dans la partie chat. Vous pouvez, pour les questions posées, voter pour les questions que vous jugez les plus pertinentes pour qu'on puisse les hiérarchiser à la réponse. Et enfin, vous aurez un sondage. Donc, ce webinaire sera composé de différentes parties. Donc, il y a une première partie où les entreprises vont d'abord se présenter et indiquer un peu ce qui est à la genèse de leur politique RSE. En deuxième partie, elles vont pouvoir expliquer comment elles sont passées d'action métier à une démarche globale où elles vont définir ce qui sous-entend définir des valeurs et des outils. Et en troisième partie, elles vont indiquer où se trouve le positionnement de leur équipe RSE et les conditions de succès d'une politique RSE. Et enfin, en dernière partie, elles vont détailler les actions phares, quelques actions phares qu'elles ont éventuellement mis en place en matière de RSE. Donc déjà, si je commence simplement pour introduire, je rappelle en deux mots ce qu'est la RSE. La RSE, c'est la prise en compte des entreprises, des enjeux par les entreprises, des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités. Le tout est finalement relié par un cercle vertueux qui mène à davantage de performances économiques et justement nos quatre entreprises vont pouvoir en témoigner. Donc, lors de ces témoignages, ils vont nous mettre en avant les moyens humains et opérationnels mis en place pour y parvenir, ainsi que les quelques actions phares qu'ils viennent utiliser. Ils vont parler en experts, puisque 3 de ces entreprises sont adhérents au pacte mondial, appelé également Global Compact en anglais, des Nations Unies donc, qui vise à l'adhésion volontaire des entreprises souhaitant s'engager sur le respect des droits humains, le respect des règles internationales de travail, le respect de l'environnement et la lutte contre la corruption. Donc, ce webinaire, on ne va pas revenir en détail sur les outils de déploiement de la RSE, tels que les objectifs de développement durable ou ODD, qui ont été aussi développés par les Nations Unies, ou encore l'ISO 26000, ou le référentiel RSE en logistique, parce que ce sont des choses qui ont déjà été développées dans un précédent webinaire en 2019, et je vous invite justement à le revisionner sur la chaîne YouTube du programme F. Voilà, donc pour démarrer maintenant notre tour de table, c'est parti. La première partie, présentation des entreprises et jeunesse des politiques RSE. Je souhaiterais d'abord que chacun présente sa société et nous explique donc ce qui est au départ, ce qui a motivé la politique RSE. Bonjour Monsieur Locascio, si ça vous convient, en tant qu'unique représentant des transporteurs de voyageurs dans ce webinaire, je vous laisse nous exposer ces premiers éléments. Bonjour à tous. Donc, comme il a été dit, je suis bien Monsieur Bernard Locascio. Donc, je suis du pôle qualité, hygiène, sécurité, environnement au sein du groupe Philibert. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le groupe Philibert donc, est un groupe familial composé d'environ 570 salariés répartis dans 3 sociétés différentes. La première, probablement la plus importante en volume, c'est la société des cars Philibert. Nous avons aussi une société qui s'appelle Philibert Tourisme, pour laquelle nous sommes tour opérateur régional, et nous avons aussi un réseau d'agences de voyage en Rhône-Alpes. Et puis la troisième société, c'est la société TSD, qui en fait historiquement était la première, on va dire, cette activité de vente et de réparation de camions, et pour lesquels nous sommes concessionnaires Scania. Voilà, donc la société des cars Philibert existe maintenant depuis 1925. Elle a été créée par le grand-père du PDG actuel. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, 2 valeurs fondent la manière de travailler chez Philibert depuis le début, qui sont l'excellence et le respect. Et d'une certaine manière, on peut dire que le souhait, c'était été depuis le départ d'offrir un service de grande qualité avec des cars les plus performants, les mieux entretenus, mais également les conducteurs qui se voient remettre un uniforme qui est symbole de prestige. D'une certaine manière, on peut dire que les exigences de qualité et de respect des clients, puis plus tard des parties prenantes et plus largement de l'environnement, qui sont des
des éléments qui sous-tendent toute action de RSE, on peut dire qu'elles sont en quelque sorte dans l'ADN de l'entreprise depuis le départ. Alors, d'un point de vue concret, un pas supplémentaire a été franchi par le groupe en 2007, lorsque Marc Philibert, donc le PDG actuel, a souhaité que le développement durable soit traité de manière plus intégrée. Et donc, il m'a alors recruté sous sa direction, où j'ai commencé à déployer ce qui était mon domaine d'expertise alors, c'est-à-dire les questions d'environnement, en particulier la gestion des déchets, le traitement des eaux usées, mais aussi la maîtrise de l'énergie. Dès le départ aussi, un effort systématique de sensibilisation et d'information de tout le personnel au développement durable a été assuré, Marc Philibert souhaitant qu'il y ait une compréhension de ce sujet parmi l'ensemble du personnel et notamment parmi le personnel encadrant. En 2012, ceci dit, je suis passé sous la responsabilité du directeur technique, c'est-à-dire de la personne responsable du parc de véhicules et de l'ensemble des bâtiments. Évidemment, c'est un ancrage fort, car comme on le sait, comme on s'en doute, les actions qui portaient sur l'environnement à l'époque, puis rapidement sur les questions de sécurité, sont deux domaines qui, dans le transport, sont principalement liés aux ateliers, aux bâtiments et aux véhicules. Voilà, je pense qu'à ce stade. Ben, très bien, je vous remercie. On peut déjà voir dans ce premier témoignage que les premiers axes de travail découlent souvent de ce qui est au cœur de la mission que s'est attribuée l'entreprise. Et si je veux jouer sur le jeu de mots, une entreprise qui manque pas de cœur et de rigueur, c'est l'entreprise Setup. Bonjour Laurence Capossel, vous êtes la seule dirigeante de ce cercle. Aussi, on a le privilège que vous puissiez nous raconter la naissance de Setup et ce qui vous a animé dès le départ. Alors, vous avez votre micro, attention. Merci. Donc, bonjour Yann, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis Laurence Capossel, je suis co-dirigeante, cofondatrice et co-dirigeante de l'entreprise Setup. Setup est une entreprise que nous avons créée avec mon associé en 1988. À l'époque, nous avions 20 ans. Nous avions une force, une soif d'entreprendre. Et nous avons démarré cette entreprise avec, comme on le dit à chaque fois, 3 francs 6 sous, c'est-à-dire avec un scooter, un téléphone, un petit bureau. Et à l'époque, en tant que coursier urbain, nous travaillions beaucoup pour les métiers des arts graphiques. Pendant une quinzaine d'années, donc, nous avons été coursiers urbains. Et en 2003, nous avons décidé d'innover et de changer. Et nous avons abandonné le 2 roues au profit du 4 roues pour faire de la longue distance. Donc aujourd'hui, Setup, c'est une entreprise qui est experte en transport léger dédié longue distance. Et notre particularité, notre spécificité, c'est que nous avons fait le choix d'avoir nos propres véhicules et nos propres collaborateurs, nos propres pilotes. Nos pilotes, ce sont nos roulants. Alors aujourd'hui, Setup, le siège social est à Grenoble. Le centre opérationnel, là où arrivent les demandes de nos clients, est à Grenoble, et nos pilotes sont répartis sur tout le territoire national. Dès l'origine, effectivement, nous avons voulu, avec Jean-Pierre, créer de l'emploi. C'était vraiment notre volonté. Et bien évidemment, quand on est dans le transport, quand on est une entreprise de service, qu'on crée de l'emploi, notre devoir, c'est d'assurer de la qualité de vie au travail et de la sécurité pour nos collaborateurs. En 2003, quand nous avons décidé donc de passer sur la longue distance, nous nous sommes rapprochés d'un cabinet en droit social. Nous lui avons expliqué ce que nous voulions faire. Et c'est vrai que ce cabinet nous a dit à l'époque, ça va être compliqué puisqu'il y a une convention collective que vous devez appliquer qui est celle des poids lourds. Eh bien, on a dit, on y va, on va appliquer la convention collective des poids lourds alors que nous allons travailler en véhicules légers. Et on s'est développé à nouveau ces 15 dernières années, donc Setup a 33 ans aujourd'hui, on s'est développé à nouveau avec cette conviction, effectivement, d'apporter de la qualité de service à nos clients, mais avec nos propres collaborateurs et en développant, vous le verrez, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE, mais cette RSE de la même façon qui est dans notre ADN. Nous l'avons développé tout au long de ces 33 années et nous l'avons renforcé. J'aimerais aussi préciser qu'effectivement, Setup, c'est une entreprise qui est Global Compact Advance. Je suis moi-même secrétaire
du bureau de Global Compact et bien évidemment au conseil d'administration de Global Compact et ambassadrice aussi sur la région Rhône-Alpes. On aurait pu même ajouter que lorsqu'on avait discuté ensemble que comme Philibert, comme il nous a été expliqué pour les autocars Philibert, dès le départ, vos pilotes justement, alors que vous étiez une toute petite entreprise, vous êtes dit, ils ont beau être en scooter, il faut leur mettre des locaux bien chauds, il faut leur mettre des tasses, oui. des machines à café, des tenues, oui. Parce qu'il faut que les choses soient faites et bien faites et prendre soin des pilotes. Oui, effectivement, nous avions un tout petit bureau, mais le bureau était effectivement extrêmement équipé. Donc en 1988, il était équipé pour le bien-être de nos pilotes, de nos chauffeurs, enfin de nos coursiers à l'époque, on les appelait des coursiers, pour nos coursiers, puisque on est dans la région de Grenoble, l'hiver il fait froid, il pleut, et entre deux courses, ils pouvaient rentrer au bureau, s'installer sur un canapé, se réchauffer avec du café, du chocolat. Je ne sais pas si je rentre dans les détails, mais en tout cas, ça montre effectivement que c'est un ensemble. C'est créer de l'emploi, mais pas seulement de l'emploi pour de l'emploi. C'est faire attention aux gens qu'on embauche. Et on imagine bien que maintenant que vous faites de la longue distance en véhicule léger, ça aurait finalement été bien plus simple et profitable que vous contentiez de sous-traiter aux étrangers. Donc voilà, c'est pour ça. C'est un choix qui a été extrêmement volontaire parce qu'effectivement, en 2000, quand on a fait ce choix de partir sur de la longue distance, autour de nous, les conseils qui nous ont été dits, ça a été ouverture des frontières, l'Europe, vous allez pouvoir utiliser de la sous-traitance moins cher, etc. Et non, nous, notre réponse a été, ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est avoir nos équipes en propre, nos pilotes, nos collaborateurs formés à nos méthodes de travail pour une qualité de service pour nos clients. À partir du moment où on nous confie des produits, on garde les produits dans nos mains, entre nos mains, pour les amener à destination en temps, en heure, de façon convenue avec les clients. C'est formidable. Bon, ne nous dites pas tout encore, mais on va laisser justement le groupe Géodis, Coralie Gulielmetti, nous faire part justement de son début de parcours du groupe dans la RSE. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Coralie Gulielmetti. Je suis directrice qualité, sécurité et environnement au sein du métier road transport du groupe Géodis. Et je suis également effectivement en charge de l'animation de la dimension RSE de cette ligne de métier. Alors, rapidement, pour fixer les esprits, donc le groupe Géodis, c'est un groupe français qui fait partie des leaders mondiaux aujourd'hui en transport et en logistique, puisque le groupe est numéro 1 de son marché en France et numéro 7 au niveau mondial. Et le métier de road transport auquel j'appartiens au sein de ce groupe Géodis est en l'occurrence spécialisé dans le transport routier de marchandises. Alors, je crois que notre position de leader nous a conféré dès le départ un devoir d'exemplarité et en tout cas le sentiment qu'il était important pour nous de toujours maintenir un haut niveau d'exigence dans la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux et éthiques de nos activités. Et de ce fait, si notre premier rapport RSE a été publié dès 2009 au niveau du groupe, il est clair que l'arrivée de Marie-Christine Lombard fin 2012 au poste de présidente du directoire du groupe a je crois très sincèrement constitué un réel tournant dans notre approche de la RSE, puisque dès le départ, elle a introduit un nouveau paradigme, à savoir que la performance économique d'une entreprise est en lien direct avec sa performance en matière de responsabilité sociétale. Alors là, vous nous déroulez le tapis rouge pour ce webinaire. C'est vraiment le fil rouge. Hein. Vous nous laissez dans un suspense, donc on verra ensuite ce que ça a donné l'arrivée de cette présidente. Il reste maintenant à Guillaume Gilgenkrantz du groupe Samat bien vouloir nous exposer son métier et le prisme à travers lequel la RSE a pu débuter chez Samat. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci Monsieur Berlison pour votre question. Je suis donc Guillaume Gilgenkrantz, responsable sécurité, santé et développement durable au sein du groupe Samat. Qui réunit à ce jour un peu plus de 2500 collaborateurs dans 12 pays d'Europe, et comme l'on dit, dans une diagonale du Portugal à la Finlande. Voilà, donc le groupe Samat est spécialisé en transport de matières sensibles et notamment en produits dangereux, et par route ou en multimodal. Dès ses origines, pour répondre à votre question, le groupe Samat a eu une culture de la sécurité puisque liée à ses activités centrées sur ce domaine de transport de matières dangereuses,
Et la caractéristique de notre activité est que nous ne faisons pas que transporter, puisque nos conducteurs doivent aussi charger et décharger ces matières dangereuses. Donc, l'item sécurité était au cœur du démarrage du groupe, et donc il y a plus de 40 ans. Les activités sont transport de produits issus de la chimie, des hydrocarbures comme les essences et les gasoils, mais aussi les gaz de l'air, comme l'oxygène et autres, et le chauffage, gaz de chauffage et les bitumes. Voilà, plus d'autres matières marchandises générales qui posent moins de problématiques de dangerosité. Dès le début des années 2000, le groupe s'est appuyé sur le programme lié à la sécurité basé sur le comportement, donc qui est appelé BBS, pour Behavior Based Safety, développé par l'Association européenne pour le transport des produits de la chimie, donc l'ECTA, qui est basée à Bruxelles. Donc cette méthodologie nous a permis de placer le comportement des conducteurs au cœur des process et au travers des formations et des observations, de maîtriser et d'améliorer en continu la sécurité dans le cadre de nos activités. Voilà. Le suivi des conducteurs périodique, entre 1 an et 3 ans maximum, nous permet de revalider le process comportemental de chaque conducteur et de checker en fait ses capacités de conduite, ses capacités de chargement et de déchargement des matières sensibles, afin d'optimiser en fait la sécurité dans notre chaîne et notre activité de logistique et de transport. Voilà. Faut bien prendre en compte qu'un mauvais comportement d'un conducteur sur le terrain peut avoir des conséquences assez importantes, puisque à la fois il peut endommager sa propre sécurité, mais aussi celle des tiers environnants. Et comme on charge et on décharge dans des sites sensibles comme ICPE ou Céveso, bien évidemment, on est en coactivité dans un cadre industriel de la pétrochimie qui amène en fait à une prise en charge de la sécurité très, très importante dans le cadre de nos métiers. Je vous remercie. On va rester avec vous justement pour la deuxième partie, donc, qui vise à montrer comment des actions métiers, et je pense que chaque témoignage a pu illustrer que vous, à la base, la RSE est part des contraintes du métier, comment vous avez amené ça vers une démarche globale, donc à travers éventuellement des outils et certaines valeurs. Donc vous, chez Samat, c'est le transport de matières dangereuses qui est votre activité de base. Maintenant, effectivement, comment ça a pu se déployer par la suite? Alors, globalement, la RSE en fait, a été mise en œuvre chez Samat par la certification ISO 9001 à l'époque, puisque c'était quelque chose d'obligatoire pour avoir une autorisation de transporter des matières dangereuses. Donc, ce n'est plus le cas à ce jour, mais pour autant, ça a démarré à ce niveau-là en début des années 90. Et donc, c'est par le système de management de la qualité qu'on a commencé à implémenter un système de management. Le président fondateur du groupe à l'époque, Georges Mellan, était très engagé en matière de sécurité et donc il a immédiatement voulu prendre l'opportunité d'intégrer la partie hygiène, sécurité et environnement à la qualité pour ne pas faire un système de management qualité, mais un système de management QHSE. Voilà, à ce jour, c'est Florence Dupasquier, sa fille, qui dirige le groupe et elle poursuit et renforce cette dynamique. Donc, en fait, on s'est basé sur la norme ISO 9001 et très, très vite, historiquement, on a été épaulé par les référentiels SQS. Donc, SQS, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça veut dire Safety and Quality Assessment for Sustainability. Et donc, vous aurez compris que Sustainability veut dire durable. Donc, clairement, un référentiel engagé vers le développement durable. D'autres référentiels ont été support pour nous, comme le Responsible Care, qui vise à mettre en place des actions d'amélioration dans le domaine QHSE, pour notamment la supply chain de la pétrochimie. Et donc, par ces procédures et ces actions d'amélioration, on a pu implémenter une culture et un système de management QHSE intégré. Voilà. En 2008, on a lancé une démarche interne complémentaire qui s'appelait Éco-Active. Éco, évidemment, pour éco-responsable, active pour faire quelque chose d'actif. Une démarche interne associée à un plan de communication pour communiquer en interne, communiquer en externe et fédérer nos actions au sein d'un programme global. Voilà. Dans la foulée,
en 2012, on a démarré en fait notre engagement charte objectif CO2, donc avec l'ADEME. Pour terminer, c'est donc avec la politique historique QHSE qu'a émergé notre politique de développement durable et de responsabilité sociétale. Et à ce jour, on travaille autour des piliers suivants: le respect de la conformité légale et de la satisfaction client, bien évidemment la préservation des personnes, des biens et de l'environnement, l'amélioration continue des savoir-faire, la partie engagement, responsabilité sociétale, qui prend en charge aussi la partie éthique des affaires. Et avec ça viennent la lutte contre la corruption, les pratiques anticoncurrentielles et le blanchiment. Voilà, vous lancez justement ce qui va être certainement commun à tous, c'est la définition de valeurs communes. Et c'est ce qui fait la réussite, je pense, de vos politiques RSE. Donc, c'est très intéressant. Laurence Capocel, justement, du côté de Setup, comment vous êtes arrivé à identifier les concepts qui arrivent à définir les pratiques du quotidien? Oui, alors effectivement, nous, vous avez raison de le préciser de cette façon-là, puisque la RSE est tellement, en fait, dans notre ADN, nos valeurs sont tellement intégrées en nous qu'on n'a pas fait une démarche pour atteindre. Et en 2010, alors que je travaillais avec une consultante sur une organisation interne de l'entreprise, elle me dit: Laurence, vous avez un management par les valeurs. Et là, je lui pose la question: mais qu'est-ce qu'un management par les valeurs? Et elle me dit: mais vous utilisez avec Jean-Pierre toujours les mêmes mots qui reviennent en permanence et on voit que vous l'appliquez. Et donc, on a effectivement 5 valeurs fédératrices qui sont vraiment ancrées en nous. Et ces 5 valeurs, une que je vous citais tout à l'heure, c'est notamment la sécurité, puisque lorsqu'on est dans le transport, effectivement, la sécurité, c'est primordial. Alors, quand on parle de sécurité chez Setup, c'est la sécurité des produits que nous transportons, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est la sécurité de nos pilotes, comme aussi les autres intervenants le précisent. La sécurité des autres usagers de la route, c'est primordial, mais aussi la sécurité des donneurs d'ordre, puisque dans le transport, souvent, on n'en parle pas, mais le donneur d'ordre a aussi une responsabilité pénale, et nous, en tant que transporteurs, on doit assurer sa sécurité. Donc ça, la sécurité, chez nous, c'est vraiment notre valeur phare. Et derrière, suit bien la qualité de service, la qualité de vie au travail, et aussi l'image. Donc, il est important chez Setup que, enfin, tous nos collaborateurs sont habillés à nos couleurs. Tous nos véhicules sont aussi à nos couleurs. Et à cela arrive le développement durable et le développement sociétal. Alors, quand on pose la question développement durable, très souvent, les gens nous parlent de l'environnement, de la planète, mais ils oublient l'humain. Et c'est comme ça qu'on a créé cette valeur développement sociétal, parce que l'humain est extrêmement important. Associé à ça, nos 5 valeurs, nous les mesurons, nous, avec le système ISO, donc l'ISO 9001, la qualité, version 2015, l'ISO 14001, qui est l'environnement, et la 45001, santé, sécurité au travail. Nos 9 départements fonctionnent avec ces 3 référentiels. C'est vraiment un système intégré chez nous. Associé en plus à ça, il y a les 17 ODD, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, Yann. Et Setup répond aux 17 ODD. Et comme j'aime toujours glisser un petit mot par rapport aux 17 ODD, il y a vraiment des ODD dans nos métiers où l'on peut répondre directement et des ODD où on y répond de façon indirecte, mais on arrive à répondre par exemple, dans le transport, vous allez me dire vie aquatique, c'est l'ODD numéro 14. Comment est-ce qu'on y répond quand on est dans le transport? Eh bien, vie aquatique, même quand on est dans le transport, on peut y répondre, notamment, par exemple, en supprimant tous les plastiques au sein de l'entreprise. Voilà, donc c'est un système qui est complètement intégré chez nous. Vous voyez, un métier, des valeurs qui sont mesurées avec la norme, les normes ISO, et qui sont aussi associées avec ces 17 ODD. Et derrière ces 17 ODD, il y a 169 cibles que nous avons travaillées aussi l'année dernière. Nous avons regardé comment nous répondions à ces 169 cibles. Et là, en sont découlés 4 piliers, qui nous représentent. Sincèrement, nous sommes vraiment un acteur de la mobilité durable, c'est-à-dire que nous répondons aux questions de soutenabilité, nous répondons aux questions de santé, de sécurité et d'innovation.
Voilà, donc c'est vraiment une RSE qui est vraiment intégrée et qui est portée par tout le monde chez Setup. Bah, écoutez, je vous remercie. Je crois que on commence vraiment à appréhender les méthodes là, pour la mise en place de la RSE. Il y a des choses vraiment qui se décident. Donc voilà, je vais reprendre du coup avec Géodis. On a laissé votre récit, hein, point de bascule. Donc j'imagine maintenant que voilà, l'arrivée de la présidente, on se souvient, a permis la définition de valeurs appuyée opérationnellement par des normes comme ce qui vient d'être indiqué, j'imagine. Alors, tout à fait. C'est vrai que pour nous, la priorité, vraiment dans un premier temps, a été de nous doter d'un récit commun qui puisse embarquer finalement toutes les composantes du groupe, quelles que soient leurs activités opérationnelles et où qu'elles soient dans le monde, puisque vous le disiez, Yann, notre implantation est mondiale. Donc ça s'est traduit très concrètement par la définition de notre mission, de notre vision et de nos valeurs. Et donc cette mission, cette vision et ces valeurs ont été définies par le top management du groupe et ça a été vraiment la première étape de notre démarche. Et ensuite, pour que ce triptyque mission, vision, valeur fasse réellement sens auprès de tous nos opérationnels, qui est, j'allais dire à mon sens, mais je pense qu'on partage tous, la condition sine qua non pour qu'une démarche RSE perdure dans le temps et qu'elle produise réellement ses effets. Donc, le groupe a très rapidement décliné cette mission, cette vision et ces valeurs au travers de 7 règles d'or qui sont finalement la colonne vertébrale de notre démarche à laquelle se rattachent toutes nos initiatives depuis 2013 et qui visent la satisfaction totale de nos parties prenantes. Alors, parmi ces 7 règles d'or, il y en a 2 qui me viennent en tête, qui sont en lien direct, très limpide avec la démarche RSE, c'est garantir la sécurité des personnes partout et à tout moment. On en a beaucoup parlé depuis le début de ce webinaire et je pense qu'on va continuer à le faire. Et être une entreprise responsable qui est une sorte, je dirais, qui englobe la totalité de la démarche. Et l'animation de ces 7 règles d'or, au quotidien, sur nos sites, elle s'inspire d'un référentiel, de la logique de l'EFQM, donc la European Foundation for Quality Management, qui est un modèle de business excellence qui accompagne finalement la conduite du changement, qui est inhérente à ce type de démarche, dans une logique de résultat. Et je pense que cette logique de résultat, finalement, plus que de moyens, correspond bien toujours à ce que nous sommes au sein du groupe, avec une activité qui est très, très diversifiée. Et donc, c'est dans cette logique de résultat et de mesure de résultats que notre groupe a lancé en parallèle, donc très rapidement, ses premières enquêtes collaborateurs, ses premières enquêtes de satisfaction client, et sa certification IIP, alors IIP pour Investors in People, qui est une démarche qui nous permet de nous assurer que la stratégie du groupe et évidemment à l'intérieur de ces stratégies, la dimension RSE, sont partagées, sont comprises par nos collaborateurs et que chaque collaborateur comprend la manière dont il peut y contribuer. Et ça, c'est un élément qui est essentiel pour pérenniser une démarche RSE, pour maintenir la motivation des collaborateurs et l'efficacité de chaque action. Et au-delà même, je dirais, pour attirer, fidéliser les talents, parce qu'on se rend compte, je pense tous, que la dimension RSE, elle prend vraiment de plus en plus de poids dans les préoccupations de nos collaborateurs, qu'ils soient nos collaborateurs actuels ou à venir. Oui, c'est très intéressant, c'est effectivement très important. Je vous remercie. Alors, on va évidemment continuer avec les autocars Philibert, tout en passant, ils vont nous permettre de faire une transition sur la 3e partie de ce webinaire. Donc, le positionnement de l'équipe RSE, est-ce une condition de succès de la politique RSE ? Justement, Bernard Locascio, les valeurs excellence et respect, vous les avez déjà évoquées au départ comme étant inhérentes aux autocars Philibert. Vous avez indiqué être rattaché à votre PDG, puis ensuite au directeur technique. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est votre positionnement et ses conséquences sur le déploiement de la RSE au sein des autocars Philibert ? Effectivement, c'est intéressant. Alors, évidemment, pendant de nombreuses années, j'ai mené pas mal d'actions qui ont rarement dépassé le champ de l'environnement et de la sécurité, en m'appuyant en particulier sur l'implication individuelle dans chaque direction de l'entreprise. Mais il y a eu cette évolution en 2016 par mon rattachement à la direction des ressources humaines et surtout l'arrivée en 2020 d'une directrice des ressources humaines particulièrement impliquée donc dans le sujet et un nouveau DG
qui a compris toute l'importance qu'il y avait de l'exemplarité. Et donc, ces éléments-là ont permis à la dimension sociale de la RSE de pouvoir davantage s'exprimer, notamment les questions relatives aux conditions de travail et aussi à la qualité de vie au travail. Alors, la responsabilité HSE qui reposait sur mes épaules à l'époque est désormais, depuis maintenant quelques mois seulement, est désormais portée au sein d'un pôle QHSE avec une montée en puissance des compétences et des capacités avec l'arrivée d'une deuxième personne. Donc, nous sommes aujourd'hui 2 ingénieurs en charge de ces questions-là. Nous avons fait successivement en 2019, puis cette année 2021, donc 2 évaluations EcoVadis pour évaluer notre performance en matière de RSE. Et donc, ça a été, je dois dire, en 2019, en 2021, peut-être moins, une bonne surprise pour l'entreprise, la direction et les salariés, de prendre conscience de la belle base de départ que nous avions, puisque nous avons obtenu le niveau Silver et une place parmi les 11% des transporteurs de voyageurs les plus performants en matière de RSE, les 11% les plus performants parmi 240 entreprises. Donc, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la RSE prend toute son importance et donc va se déployer de manière plus systématique. Et un objectif affiché, évidemment, est d'essayer d'atteindre le niveau Gold EcoVadis d'ici 2023. Alors, les projets, évidemment, à 2, vous pouvez imaginer, se multiplient, et notamment le lancement de la démarche ISO 14000, en parallèle avec la démarche ISO 45000, donc on l'a dit avant, environnement, sécurité et santé, dont l'intérêt est évidemment de formaliser et de structurer un certain nombre de pratiques qui existent déjà et le fonctionnement d'un certain nombre de personnes qui sont déjà impliquées. En même temps, on envisage également de travailler sur une charte des achats durables. On a également dans les tuyaux un bilan de nos émissions de gaz à effet de serre, après un audit énergétique qu'on vient de réaliser cet été, et l'obtention du label Objectif CO2, dont l'audit d'ailleurs de validation est prévu demain. Donc demain, nous avons cet audit pour passer ce cap-là. Et je pense que je reviendrai un peu plus tard sur les actions à caractère plus social et sociétal. Bien sûr, bien sûr. On prend note pour la suite. En tout cas, du côté de chez Geodis, avec autant de sites, autant de métiers, quel est le bon positionnement de l'équipe RSE Coralie Guglielmetti? Alors, la question est vaste. En tout cas, l'enjeu pour nous, clairement, et j'ai envie de dire notre préoccupation permanente, c'est de toujours nous assurer que nos fameuses règles d'or, elles font sens auprès des équipes et qu'elles sont vraiment cascadées au plus près des opérations. Et au sein du métier route transport pour lequel je travaille, de manière très concrète, on demande à chaque directeur d'établissement, en début d'année, de définir de manière très pragmatique les actions qui vont lui permettre, sur son site, au cours de l'année, donc vraiment au plus près du terrain, je dirais d'animer et d'incarner chacune de ces règles d'or et au final de contribuer à la performance et à l'efficience de l'ensemble du système. Et nos responsables qualité, sécurité, environnement, ils ont progressivement basculé, en tout cas intégré dans leur mission une dimension RSE. Et ils sont là pour accompagner justement l'implémentation des actions de terrain qui visent à sortir de la théorie et de la procédure et vraiment à favoriser l'émulation et la participation des collaborateurs et des parties prenantes, je dirais au sens large, fournisseurs y compris. Et à titre d'exemple, certains de nos sites viennent de démarrer une initiative qui consiste à améliorer le tri de leurs déchets, notamment déchets de bureau, sur les sites pour les confier à un prestataire spécialisé qui les valorise et qui, grâce à cette valorisation, finance le retour à l'emploi et des emplois durables pour des personnes en situation de handicap. Ça, c'est un exemple très concret d'une action extrêmement transverse. Et la RSE aujourd'hui a acquis une dimension transverse au sein de notre organisation qui non seulement a bien été intégrée, mais qui est vraiment, je dirais, valorisée par chacun. Oui, on comprend bien à travers vos témoignages l'importance d'une démarche partagée, mais qui cherche vraiment à favoriser, à valoriser les actions de terrain qui sont elles-mêmes duplicables. C'est bien ça. Guillaume Guilgel-Krantz, je crois que chez le groupe Samat, il y a aussi justement une toute nouvelle articulation qui permet à votre politique RSE d'atteindre ces mêmes objectifs. C'est bien le cas, Oui, en effet, Yann, vous avez tout à fait raison.
en 2019, la direction du groupe a impulsé un changement d'orientation, estimant que pour maintenir et améliorer la confiance auprès de nos parties prenantes, il était important de mettre en avant le faire savoir tout autant que le savoir-faire. Avant, on était une société qui ne communiquait en aucun cas sur nos réalisations et globalement, les temps ont changé et maintenant, je pense que chaque entreprise a la nécessité de communiquer sur ce qu'elle sait faire, si tant est qu'elle le fait correctement, bien évidemment. C'est cette même année d'ailleurs que nous avons rejoint, en l'occurrence, par la décision de notre présidente, donc le programme du Global Compact, et on a commencé donc de publier des Communication on Progress sur le site des Nations Unies. Voilà. Mais cette année 2021, effectivement, on vient d'avancer encore un petit peu en validant par notre direction générale donc un plan stratégique RSE qui couvre l'ensemble du groupe et qui a l'ambition de fédérer tout le monde et d'intéresser tout le monde dans une démarche transversale et universelle pour avoir un seul vocabulaire, une seule orientation du conducteur au directeur, et comme l'on dit, de la diagonale du Portugal jusqu'à la Finlande. Voilà. Et donc, on travaille dessus, les objectifs sont fixés, ils sont managés par la direction centrale du groupe et chacun des directeurs de process est en charge de sa partie. Voilà. En complément de ça, on a associé donc ce plan à une charte éthique qui est nouvelle chez nous. Alors, d'autres sociétés en ont fait avant nous, hein. Voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais pour nous, c'est nouveau. Donc, on a fédéré aussi nos actions RSE au sein d'une charte éthique et d'une politique éthique, encore une fois portée par la direction, parce que le principe de leadership et de lobbying est très important, et qui vise à fédérer la démarche RSE et ses différents axes au sein de cette structure. Voilà. Donc derrière, se déclinent des actions pragmatiques et attractives donc pour tout le monde afin de fédérer en interne voilà, l'envie d'avancer communément au sein de l'entreprise dans une même culture orientée RSE. Voilà. Associé à cette charte éthique, on a un comité d'éthique qui est porté par la direction et où chaque membre de la direction est partie prenante de ce comité d'éthique. Et ce comité, au-delà de faire un bilan éthique dans l'entreprise, vise à évidemment travailler sur toute question qui serait remontée jusqu'à lui et donc qui n'aurait pas été réglée par, on va dire, les strates locales ou centraux. Voilà. Enfin, je terminerai sur une information concernant donc, la communication dans l'entreprise. C'est très important. Donc, les autres participants de cette table ronde en discutent, enfin, en font état. Donc, c'est important d'écouter en interne, c'est important de remonter les besoins, les points de discussion. Et donc, à la fois, la communication naturelle et dynamique dans l'entreprise nous sert à ça, mais aussi les instances représentatives nous permettent de remonter donc tout sujet, toute demande ou toute difficulté jusqu'aux directions concernées, notamment la direction des ressources humaines, qui est co-dirigeante aussi de la démarche RSE et qui peut elle-même proposer des axes d'amélioration auprès de la direction générale. C'est très intéressant. Je vous remercie. Le fait que la direction QHSE ne puisse pas porter à elle toute seule les problématiques de RSE, c'est évidemment une clé du succès. Laurence Capossel, chez Setup, j'ai l'impression justement que vous avez un fonctionnement presque organique, c'est-à-dire que chaque département fonctionne de manière autonome, tel des organes, mais s'appuie sur l'apport de chacun pour la réussite globale. C'est bien ça, hein ? Oui, en fait, effectivement, nous, on fonctionne avec 9 départements et les 9 départements sont organisés comme s'ils étaient des micro-entreprises, c'est-à-dire que chacun a bien évidemment en charge la production de son service, de la même façon sa production RH. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau RH, de toute façon, dans beaucoup d'entreprises, le RH est porté par les départements et ensuite, vous avez la direction RH qui vient en support. Eh bien, nous, on a donc toutes les organisations de chaque département sont organisées ainsi. Chacun est sur le même modèle. Donc, il y a la production, il y a le RH, il y a le SI, il y a le QSE, le RSE.
et il y a les départements, les départements direction, RH, QSE, etc., qui arrivent en support. Donc, vous voyez, cette dimension RSE est vraiment intégrée auprès de chaque département. Mais de toute façon, quand on rentre chez Setup, on est formé déjà pendant 3 jours à notre culture d'entreprise, à notre raison d'être, et chaque Setupien qui rentre, en fait, j'osais dire, chaque collaborateur qui rentre doit devenir un Setupien. Et en devenant un Setupien, on porte la RSE automatiquement. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours un petit peu du mal à parler de la RSE comme quelque chose qui serait à part. C'est vraiment que la RSE, c'est intégré en nous. Qu'est-ce que nous faisons, comment nous faisons pour accompagner l'humain au sein de l'entreprise et comment est-ce que nous faisons pour agir au niveau de la planète. Et ça, chacun des Setupiens doit l'avoir en lui et doit travailler de cette façon-là. Mais je crois que vous avez mis en place des commissions, justement, qui mélangent un peu les envies. Voilà, et en plus, alors depuis 2021, il y a des commissions maintenant qui sont en place, qui sont plus en transverse aussi. Il y a une commission notamment développement durable et une commission sécurité routière et aussi une commission sociétale. Chacune de ces commissions est composée de différents membres des départements. Et ensemble, donc, ils travaillent notamment, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, sur le développement durable, sur la sécurité routière ou sur la dimension sociétale. Ça renforce encore plus notre ADN et effectivement, ça embarque encore plus les collaborateurs. Ça leur donne plus d'autonomie, ils sont plus en réflexion par eux-mêmes, notamment vous prenez la commission sécurité routière. À chaque fois que nous avions un accident, auparavant c'était traité par la personne qui est responsable de la flotte. Aujourd'hui, un accident est analysé autant par la personne de la flotte que le responsable pilote, que aussi le responsable de production du pôle opération, que le responsable RH qui est aussi présent. Donc, il y a des enquêtes à chaque fois qui sont faites, interdépartements, et des actions donc en découlent, et des actions qui sont fonction de nos valeurs et qui sont fonction aussi des 17 ODD. Donc, à chaque fois, si vous voulez, il y a tout un maillage. On a vraiment créé des outils en interne voilà, basé avec l'ISO, les valeurs et les ODD et voilà, c'est comme une toile d'araignée qui avance comme ça, qui se monte au fur et à mesure et cette RSE, elle est vraiment globale et c'est vertueux parce que c'est porté par tout le monde. Oui, tout le monde le porte, tout le monde en parle. Voilà, quand j'ai utilisé le terme organique, je ne me suis pas trompé. Hein, je me suis pas trompé, je crois. Ben, on va rester justement avec vous pour aborder la 4e et dernière partie de ce webinaire, c'est-à-dire sur les actions phares en matière de RSE. Je sais que vous l'avez dit, hein, la sécurité des biens et des personnes, c'est votre première ambition. On sait aussi que vous êtes tout à fait innovant sur le plan environnemental. D'ailleurs, c'est le cas de toutes les entreprises autour de cette table. Mais peut-être ce qui est le plus singulier de votre entreprise, c'est ce que vous mettez en place pour l'humain. L'humain est au cœur de tout, vous l'avez déjà dit. Mais j'aimerais bien que vous puissiez me dire un petit peu ce que ça veut dire concrètement chez Setup. Donc, l'humain est au cœur de tout. Comme on dit, RSE, c'est responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, sociétal, c'est l'humain. Comme je disais tout à l'heure, entreprise de transport, entreprise de service. Donc, en fait, notre outil de production, c'est uniquement de l'humain. Et quand en plus cet humain, cet outil de production, on décide de l'avoir en propre, c'est-à-dire que on crée de l'emploi. C'est vraiment notre devise, c'est vraiment de créer de l'emploi. Alors là, par exemple, je fais une petite aparté, on répond à l'ODD numéro 1, hein, lutter contre la pauvreté. À partir du moment où on crée de l'emploi sur un territoire, on lutte contre la pauvreté. Donc, cet humain, nous, effectivement, c'est comment est-ce qu'on l'accueille chez Setup et comment est-ce qu'on l'intègre chez Setup. Et depuis toujours, donc c'est ce qu'on vous le disait tout à l'heure, nos premiers coursiers, on prenait vraiment soin d'eux. Aujourd'hui, nos collaborateurs, quand ils rentrent chez nous, ils sont formés pendant 3 jours, ils sont appelés des Setupiens. Entre eux, d'ailleurs, ils s'appellent des Setupiens. Nos bureaux sont... Nos bureaux, et depuis toujours, on en est à nos 4e bureaux aujourd'hui. Il y a 3 ans, on a déménagé, on a construit de nouveaux bureaux et tout est fait
pour qu'ils se sentent bien au sein même de ces bureaux. Alors, j'ai tendance à dire, je fais des petites apartés, mais bon, moi, je suis une fille de marchand de meubles. J'ai été élevée avec la phrase « bien dans ses meubles, bien dans sa vie ». Eh bien, j'ai continué à mettre ça dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire bien dans ses meubles, bien au travail aussi, c'est très important. Donc, nous avons des bureaux où on se croit peut-être plus à la maison que dans des bureaux. Au-delà de ça, il y a des coins de repos. À l'extérieur, nous avons des espaces verts. Nous avons voulu ces espaces verts, c'est-à-dire que nous avons réellement un parc. Nous avons des terrasses. Nous avons un coin pétanque. Nous avons à l'intérieur donc des coins de repos. Nous avons plusieurs cuisines qui sont différentes selon ce qu'on veut manger, on veut manger. Nous avons ensuite au niveau outils de travail, nos collaborateurs sont équipés au niveau informatique de ce qu'il y a de plus haut. Nos véhicules sont tous de dernière génération, ils sont tous Euro 6, ils sont changés tous les 2 ans, ils sont hyper équipés pour la sécurité de nos collaborateurs, mais aussi, comme je vous le disais, pour la sécurité de nos produits. Si on revient, excusez-moi, juste sur vos collaborateurs, justement, parce que ma question était vraiment sur l'humain, vous avez commencé à vraiment y répondre. Moi, ce qui se dégage de vos locaux, vraiment, c'est vos pilotes. Vos pilotes, d'ailleurs, vous dites pilote, ça c'est quand même pas tout le monde qui dit pilote et pas chauffeur ou conducteur. Donc déjà, c'est pilote, c'est l'affichage de ces pilotes. Vous pouvez juste détailler un peu ça et comment ils sont recrutés, comment les valeurs sont inculquées. Alors effectivement, nos 180 pilotes, donc ils sont répartis sur tout le territoire national. Ils ne sont pas proches de nous, ils sont proches de nos clients déjà. Alors il a fallu qu'on développe toute une communication interne pour avoir un lien extrêmement fort avec eux. Et ça, nous savons le faire depuis plus de 20 ans. Donc, nous avons une communication interne malgré la distance qui fait que nous sommes très proches d'eux. Et du coup, ils portent nos valeurs en permanence. Quand ils viennent au bureau, puisqu'ils viennent 4 à 5 fois par an à notre siège à Grenoble, déjà, ils sont tous affichés sur un grand mur. Donc, nous les avons, nous, en permanence avec eux. C'est-à-dire que, effectivement, on travaille en permanence avec eux, mais on ne les voit pas on ne les voit pas. Mais le fait de les avoir en photo sur un mur, et eux-mêmes, quand ils débarquent chez nous au siège, et voilà, ils sont là, ils savent qu'ils sont là, ils sont en photo les uns à côté des autres. Nous avons aussi ce que nous appelons le magasin pilote. C'est un endroit donc où ils sont accueillis et c'est là où nous leur remettons tout leur matériel. C'est-à-dire leur matériel, c'est autant leurs EPS, mais que leur tenue pilote, que tout ce qui est sangle, tout ce qui est extincteur, etc. Donc, au lieu que ce soit dans une zone d'archives, tout ça a été créé tel un magasin. Donc, ils viennent ici, ils sont accueillis dans ce magasin, on leur change leur fourniture s'il y a besoin. Et c'est un vrai magasin, sauf qu'il n'y a pas de caisse, ils ne payent pas. Voilà, c'est remis gratuitement. De toute façon, c'est notre image. Au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle la galerie pilote. La galerie pilote, c'est aussi le lieu où, quand ils arrivent ici, s'ils sont en attente, s'ils sont en attente par exemple, de leur véhicule qui est en révision, parce que nos véhicules sont tous révisés sur Grenoble. Nous avons un fournisseur sur Grenoble avec lequel nous travaillons depuis 20 ans. Ça aussi, c'est de la RSE. C'est un vrai partenaire, ce fournisseur. Donc, quand nos pilotes attendent que leur véhicule soit révisé, ils ont un lieu qui leur est dédié, où il y a des canapés, il y a des baies vitrées qui donnent sur ce fameux parc, sur nos montagnes, etc. Donc, vous voyez, ils sont mis dans des conditions autant au sein de leur véhicule que quand ils arrivent ici. Tout est fait, voilà, c'est l'accueil des humains. Vous savez, nous avons une phrase chez Setup, avec mon associé, chez Setup, on accueille nos collaborateurs et on s'occupe de nos clients. Voilà. En fait, ça résume, Setup, c'est ça. Nous accueillons nos collaborateurs et nous nous occupons de nos clients. Je le confirme, quand on se rend chez vous, on voit bien que la forme se fait l'écho du fond. Hein. Et en plus, au-delà du bien-être des salariés, ça permet à votre société, j'imagine, de souffrir le moins possible de la pénurie des conducteurs. Et je sais justement que c'est quelque chose que vous essayez chacun d'entre vous d'en tenir compte, et notamment chez Geodis.
vous agissez dans ce sens. Quelles actions phares, justement, vous avez, à part ça, décidé de nous mettre en avant, Coralie Guglielmetti? Alors, chez Geodis, chaque règle d'or, finalement, en alimente une autre. Je pense qu'on l'a bien compris, c'est toute la dynamique et toute la logique d'une démarche RSE, sans qu'aucune ne prenne jamais le dessus. Cela étant, je vous rejoins du fait des enjeux de recrutement. La règle d'or qui consiste à recruter, former, fidéliser les collaborateurs de talent chez nous est un sujet prégnant. C'est une évidence. Alors, au départ, c'est évidemment un enjeu de recrutement pour lequel le groupe se donne toutes les chances en développant des actions qui visent à attirer les talents. Puis après, pour nous, il s'agit vraiment de souligner les comportements qui sont attendus de nos managers pour fédérer leurs équipes. Et c'est ce que nous avons souhaité exprimer au travers de 7 principes de leadership. Donc, vous avez bien compris, on a nos 7 règles d'or qui sont vraiment l'épine dorsale de notre démarche RSE. Et puis, tout à côté, on a nos 7 principes de leadership au sein du groupe qui sont finalement une sorte de langage partagé par tous les managers du groupe Geodis, puis qui doivent évidemment, chacun à leur niveau, contribuer à attirer les talents tout autant qu'à les fidéliser. Donc, un de ces principes de leadership consiste à impliquer, à responsabiliser les collaborateurs. Et au sein de ma ligne de métier, ça commence par, on l'a dit, par le fait de porter une attention toute particulière aux informations qui sont remontées du terrain pour essayer de capter les bonnes pratiques et autant que possible de les ériger au niveau, je dirais, d'une bonne pratique groupe, en tout cas sur l'ensemble de notre périmètre lorsque c'est possible. Et c'est ce que nous faisons, par exemple, au travers de journées sécurité que l'on organise régulièrement sur nos établissements chez Road Transport. Donc, ces journées sécurité, alors on les organise souvent, je dirais, en partenariat avec les services départementaux d'incendie et de secours, notamment quand on simule des incidents sur une activité chimie, par exemple. Et donc, c'est l'occasion de réunir nos conducteurs, nos exploitants, les pompiers, notre personnel d'atelier, et parfois même nos clients qui sont invités. Donc, les pompiers sont très preneurs, vous l'imaginez bien, de ce genre d'événements et de ce type d'exercice parce que ça leur permet de tester leur protocole d'intervention en situation quasi réelle. C'est aussi l'occasion pour nos conseillers à la sécurité pour le transport de matières dangereuses d'échanger avec les pompiers, notamment sur les évolutions de la réglementation ADR, qui est l'accord qui régit le transport international de matières dangereuses par route. Donc voilà, ça c'est un exemple d'échange. Ces journées sécurité, elles sont aussi pour nos opérationnels et nos conducteurs, je dirais une occasion rêvée pour expliquer les réalités de leur métier. Donc c'est un partage d'expérience dans les deux sens, partie prenante externe, partie prenante interne, mais aussi intra-entreprise, puisque c'est une des rares occasions que le personnel administratif aura, je dirais, à se voir expliquer par un mécanicien comment concrètement on change une roue sur un véhicule poids lourd. Et puis, ça peut être l'occasion pour un client d'échanger avec la gendarmerie, qu'on convie aussi souvent à ce genre de journée sécurité, échanger avec eux sur les réalités d'un contrôle routier, que ce soit pour contrôle de vitesse ou d'alcoolémie. C'est intéressant et ça ne m'étonne pas d'ailleurs que vous mettiez en avant les enjeux de sécurité parce qu'évidemment la sécurité c'est le numéro 1 de ce qu'il faut avoir à l'esprit dans le transport et notamment dans les matières dangereuses. D'ailleurs c'est pour ça que chez Samat aussi, il me semble, c'est l'action que c'est du côté de la sécurité que vous avez voulu mettre en avant vos actions, Guillaume Guigelkrantz. Oui, Yann Berlison, absolument. Vous avez raison. On est parti sur la sécurité, on transporte des matières dangereuses et c'est la grosse partie de notre activité. Donc, on a forcément focusé au départ et jusqu'à maintenant et encore sur les risques de sécurité. Pour autant, personne n'a oublié dans ce webinaire que la RSE a 3 piliers et dans les piliers, il y a l'humain. Évidemment, mes collègues de ce table ronde en ont largement parlé. Il y a l'environnement et après, il y a aussi l'entreprise et la partie éthique. Voilà, c'est les 3 piliers de la RSE. Mais au niveau de la sécurité, nous, clairement, on est parti dès 2014, par exemple, sur des tests de drogue faits massivement dans le groupe parce qu'on sait très bien qu'un conducteur sous emprise d'alcool ou emprise de drogue, c'est un danger pour lui-même et c'est aussi un danger pour, évidemment, les tiers, les autres usagers de la route. Voilà, que sont une famille, que sont toute personne circulant. Quand on transporte des matières dangereuses, le risque
d'accidents majeurs à ce niveau-là et d'autant amplifié en cas de défaut de comportement ou défaut de capacité d'un conducteur. Voilà. Donc ça, c'est un travail sur le contrôle et sur la surveillance. Alors, ça fait un peu policier, mais c'est aussi nécessaire. Pour autant, la partie accompagnement, la partie développement de la culture est bien évidemment faite par des campagnes chaque année, des campagnes sécurité choc sur des thématiques liées à l'actualité, liées au retour d'expérience, comme par exemple les malaises au volant, comme par exemple l'inattention au volant du fait de l'utilisation de matériel électronique. Voilà, on a tous vu des gens utiliser des smartphones, utiliser des tablettes ou autres en circulant, et on sait très bien les écarts qu'ils peuvent faire et les conséquences que ça peut avoir en termes de risques routiers. Voilà. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on a un petit peu expliqué précédemment, dans le cadre du programme BBS, on travaille sur le comportement et sur la discussion. Donc, en fait, on va avoir des réunions périodiques, à minima chaque année, avec tous nos conducteurs pour travailler avec eux sur la culture sécurité, la culture environnement, sur les procédures, etc. Et donc, c'est un lien avec nos conducteurs qui est fait en transversal et qui permet à un directeur de filiale de rencontrer ses conducteurs, accompagné de son responsable QHSE, accompagné du moniteur sécurité, qui pour nous est un axe, un triptyque très important de la communication et de la formation au sein des filiales. Voilà. Je pourrais aussi vous dire, alors là on a beaucoup parlé des conducteurs, on peut aussi parler des sédentaires, il ne faut pas les oublier. Les entreprises de transport sont aussi faites avec des sédentaires qui sont à la fois très importants dans chacune de leurs missions. Certains d'entre eux sont des exploitants qui ont une mission difficile. Ils sont un peu entre le marteau et l'enclume, entre les clients et les conducteurs, avec les contraintes, notamment légales, les contraintes d'exploitation, les difficultés de terrain, les pannes, les problèmes météorologiques et autres. Donc, ils sont soumis à des risques psychosociaux très importants. Et ça, on l'a identifié il y a assez longtemps. Et donc, on a mis dès 2016 des formations pour tous les managers, dont les exploitants, au niveau des risques psychosociaux. Et à ce jour, on a formé plus de 160 managers qui permettent ainsi mieux d'appréhender les mal-être dans leurs équipes et de traiter avec eux les difficultés qu'ils peuvent entrevoir. Voilà, enfin, pour terminer, et c'est un sujet qui a été abordé donc précédemment aussi, pour lutter contre la pénurie des conducteurs sur le marché, et notamment pour nous, conducteurs professionnels qui ont la capacité d'aller sur le transport de marchandises dangereuses, qui est un petit peu différent aussi, puisqu'on se rappelle qu'il y a du chargement, il y a du déchargement aussi. On a monté en fait un système interne de conducteurs référents qui sont habilités et qui sont habilités de façon externe par des professionnels, en l'occurrence, pour ne pas nommer de la PTH, mais il y en a d'autres, et qui nous permettent de faire de l'accompagnement des nouveaux conducteurs qui ne sont pas, Madame Capossel parlait d'intégration, effectivement, donc le conducteur, il n'arrive pas, on ne lui donne pas des clés en disant, voilà, c'est ton camion, maintenant tu fais ta commande, tu pars. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, il y a un accompagnement important, long, avec des étapes de validation, l'accompagnement de compagnonnage des conducteurs référents et des validations par des moniteurs sécurité qui sont agréés donc pour ça. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive un peu à travailler sur ces items-là, proches du terrain, et qui nous permettent d'avancer un peu dans nos sujets RSE. Voilà, et toutes ces missions-là, j'en terminerai par là. Le chargement, le transport et le déchargement sont vraiment très impactés avec la RSE, parce qu'à chaque fois, on va avoir des items de sécurité, d'environnement, d'humain, et derrière, en termes de management de l'entreprise, on va forcément avoir de l'éthique d'entreprise, donc de la gouvernance, etc., etc. C'est très intéressant et justement, on voit bien que par rapport à la pénurie des conducteurs ou même plus largement de personnel qualifié dans le transport, vous apportez chacun à travers la RSE des réponses pour attirer les talents, pour conserver les talents. Et je vais terminer avec vous, Bernard Location, tout comme j'ai pu commencer avec vous. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place du côté de chez Philibert pour fidéliser justement les équipes?
Alors, je vois l'heure et je vois on est en fait arrivé au bout de notre heure, mais je vais essayer de faire court. Oui, effectivement, donc j'ai expliqué tout à l'heure que nous avions démarré plusieurs démarches structurantes, mais on a décidé cependant de ne pas attendre les fruits de ces démarches-là et de commencer à mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui sont orientées vers le bien-être au travail et donc la fidélisation de nos salariés. Alors, plusieurs exemples. Un premier exemple, donc on a constaté que nos salariés se déplacent pas mal en vélo ou en trottinette électrique. Et donc, on a décidé de mettre en place 10 points de charge avec, en plus de ça, 5 vélos à assistance électrique partagés et donc qui servent aux salariés, soit le midi, aller déjeuner, soit le soir, rentrer à la maison et revenir le lendemain. Ils apprécient énormément ce mode doux. Autre chose, donc on a mené une enquête interne auprès d'un certain nombre de salariés et nous avons établi un partenariat avec une AMAP locale, donc pour être livré en fruits et légumes une fois par semaine. Alors pour l'instant uniquement sur le site du siège à Caluire pour les salariés qui le souhaitent. On a également on est en train également d'envisager l'accès à une crèche interentreprise. Et donc, une enquête est en cours auprès des salariés pour reconnaître le besoin. Un autre exemple, c'est un partenariat qui est en train de se construire avec la société qui s'appelle Ecoder, qui est en fait une entreprise d'insertion qui récupère le matériel informatique, le reconditionne. Et donc, Philibert offrirait de son côté les ordinateurs qui chaque année sont mis au rebut. On a compté environ une vingtaine d'ordinateurs comme ça. Et en contrepartie de quoi, la société Ecoder donc, proposerait à nos salariés, à titre personnel, des ordinateurs d'occasion de bonne qualité et garantis 1 an et surtout à des tarifs très, très avantageux. Voilà, on a un certain nombre d'actions qui illustrent l'importance donnée à l'implication de Philibert dans la société et l'intérêt que les salariés aussi portent à cette implication. Un exemple, donc Philibert a signé la charte de la diversité qui entraîne une vraie égalité des chances qui est offerte à tous, notamment au moment du recrutement. On a également un partenariat avec les Restos du Cœur par une collecte qui est prévue 2 fois par an auprès des salariés. La première a commencé ce lundi même. Voilà. Une autre chose, c'est le fait d'avoir donné deux cars à 2 organismes différents, donc une association en Afrique, le SDIS du département de l'Ain. On a également une collaboration, là c'est un partenariat avec un fournisseur local responsable pour ce qui concerne les tenues de nos salariés. Et puis, on a également, par exemple, pris le contact avec l'organisme qui s'occupe du don du sang pour accueillir annuellement un camion sur un ou plusieurs de nos sites. Voilà, vous voyez, les idées ne manquent pas. Maintenant, à nous de coordonner cet ensemble et de donner une cohérence globale à toutes ces initiatives. Eh bien, je vous remercie. Donc, maintenant, ce tour de table virtuel est terminé. J'espère vraiment que tous les témoignages vous ont permis d'appréhender de manière concrète ce que ça implique, de mettre en place une politique RSE en transport et logistique. Je vous remercie vraiment infiniment, Laurence Capocel, Bernard Locassio, Coralie Guglielmetti et Guillaume Gilgelkrantz pour votre disponibilité et votre travail qui vraiment est inspirant. Ce que je vous propose avant de passer aux questions-réponses, il y en a très peu et puis ce webinaire sera terminé, c'est simplement, je souhaiterais rappeler que donc le prochain webinaire aura lieu le 7 décembre et aura comme thématique comment financer son plan d'action, donc pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, avec un état des lieux des aides mobilisables. Et puis au mois de janvier, il y a le grand événement national, l'événement du programme F, qui est les rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsable, donc qui aura lieu en présentiel à la Maison des Océans à Paris, mais vous pouvez également vous inscrire pour y assister de manière virtuelle. Donc la thématique cette année, c'est comment les acteurs du transport et de la logistique peuvent se préparer aux impératifs de la neutralité carbone. Donc il y aura vraiment une vraie phase prospective qui sera faite sur ce qui nous attend, quels sont les enjeux de neutralité carbone, ce que ça sous-entend en termes d'organisation transport, et une table ronde sur comment anticiper les impératifs de neutralité carbone. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie. On passe maintenant, alors il y a très peu de questions et ça tombe bien parce que le temps a un peu dérapé. Une première question, et je pense que vous saurez y répondre, c'est est-ce que l'un d'entre vous s'est intéressé au statut d'entreprise à mission? Est-ce qu'il pourrait brièvement nous en dire quelques mots? Je crois que Laurence Capocel, notamment, vous savez ce dont il s'agit. N'oubliez pas votre micro, attention.
Vous n'arrivez pas à l'activer? Ça y est. Ça y est. Ça y est, c'est fait. Oui, donc l'entreprise à mission, effectivement, qui découle de la loi Pacte notamment. L'entreprise à mission, qui a été une réflexion qui a été menée par Jean-Dominique Sénard et Nicole Nota, où effectivement, ils en sont arrivés à se dire, auparavant, vous savez, c'est sous Napoléon, je peux faire une petite histoire, j'ai le temps ou pas? Voilà, c'est sous Napoléon. Ça vous prend 20 secondes d'histoire. Voilà, c'est sous Napoléon qu'a été instauré effectivement l'objet social de l'entreprise. C'est sous Napoléon qu'a été créé l'objet, enfin voilà, les entreprises, l'entreprise a une mission sociale. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, eh bien, effectivement, l'entreprise, elle créait de l'emploi, elle embauchait des personnes et elle leur assurait du coup, du fait de ces emplois, elle leur assurait de pouvoir se loger et de pouvoir manger. Et au-delà de ça, souvent les entreprises aidaient l'hôpital, aidaient la bibliothèque, aidaient l'école, etc. Donc, il y a 100 ans en arrière, 150 ans en arrière, l'entreprise avait vraiment une mission sociale. Et ces 100 dernières années, avec l'ère de l'industrialisation, tout ça, c'est un petit peu perdu pour aller un peu plus vers un côté finance, exclusivement finance. Et c'est vrai qu'ils en sont revenus en se disant il faut certainement créer l'objet social étendu de l'entreprise, et notamment l'objet social étendu de l'entreprise, c'est enregistré dans ce statut. Quel est mon objet social? Eh bien, effectivement, créer de l'emploi. Quel est mon objet environnemental? Eh bien, voilà ce que je vais faire pour l'environnement. Et quel est mon objet vraiment, l'objet social? Alors, attendez, je suis en train de le perdre. Il y a l'environnement, le social et l'objet vraiment métier. Donc, par exemple, chez nous, transport. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut faire, une entreprise, ce qu'elle peut faire, c'est effectivement étendre son objet social. Donc ça doit se faire de façon officielle. Il semblerait que ce soit assez simple. Nous, on va le faire là, on va bientôt le faire. Il semblerait que ce soit assez simple pour les entreprises qui sont très avancées du coup sur les questions RSE. Et ensuite, en interne, il faut avoir une commission, il faut monter une commission qui mesure effectivement ce que nous avons enregistré dans notre objet social étendu, et nous devons en apporter la preuve chaque année que nous respectons nos engagements. Donc oui, c'est quelque chose d'intéressant puisque c'est enregistré au niveau des statuts et ça montre vraiment la dynamique de l'entreprise et de ses dirigeants soit pour confirmer ce qu'on fait déjà ou alors pour vraiment avancer sur ces questions-là. Je vous entends. On n'entend rien. Pardon, excusez-moi. Oui, je vous remercie, Laurence. Vous étiez vraiment la bonne interlocutrice. On a bien compris ce dont il s'agit. Alors, une dernière question qui en regroupe deux. Il y a deux questions qui tournent autour de la même chose. C'est finalement quelles sont les normes, les bonnes normes à suivre, les normes qui permettent de valider la RSE ou de guider la RSE. En réalité, vous en avez tous un peu parlé. On a bien vu qu'à la fois, vous vous appuyez sur des valeurs qui ont été définies, qui se sont imposées à vous, et en même temps des guides pour faire vivre ces valeurs. Donc, on a cité l'ISO 9001 pour, de manière transversale, que la qualité infuse. Pour la partie environnementale, on a cité l'ISO 14001. On a pu entendre EcoVadis pour venir, pour le coup, un peu plus certifier la partie RSE. Je vois que dans le chat, ils ont parlé du label Lucie, c'est très vrai aussi. C'est des certificats privés, mais effectivement, il existe ça. Et il a été demandé est-ce que l'ISO 26000 peut être un bon guide, parce que je rappelle, l'ISO 26000, c'est la norme ISO qui définit un peu le processus de la RSE, mais qui ne certifie en rien l'atteinte de la RSE. Écoutez, je ne sais pas si l'un d'entre vous a suivi cette norme. Est-ce que pour vous, c'est un guide supplémentaire initial qui arrive à quel stade, l'ISO 26000? Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui en a fait l'expérience? Non, peut-être Géodis, pas. Non, alors nous, en tout cas au niveau d'Aninométrie, on n'a pas fait ce choix-là. On est effectivement, on est dans le process EcoVadis. On vient d'ailleurs de décrocher au niveau de transport notre 3e médaille d'or consécutive. On en est très fiers. Voilà, donc j'aurais du mal à vous dire si c'est le début ou l'alpha ou l'oméga, l'ISO 26000. Comme toutes les normes ISO, j'imagine que ça apporte un cadre structurant, comme le 9001 sur la qualité de service ou le 14001 sur l'environnement. Nous, on est effectivement plutôt partie de ces grandes normes connues et reconnues. On l'a dit, ISO 9001, 45001, 14001.
on s'est écrit notre histoire autour de la RSE, vous l'avez compris. Le défi pour nous, c'était vraiment d'embarquer toutes les composantes du groupe. Et puis, je dirais que EcoVadis vient finalement couronner, j'en sais rien, parce qu'on est dans une démarche d'amélioration continue de enfin, quel que soit le standard qu'on utilise, la logique de l'amélioration continue s'applique, hein, qu'on soit dans l'ISO ou dans l'EcoVadis. Donc, on a fait plutôt le choix de cette évaluation et de resoumettre, je dirais, la solidité de notre politique RSE tous les ans sur ce processus EcoVadis. Voilà, donc l'ISO 26000 fournit un cadre structurant et méthodologique qui peut être intéressant. Vous dire si c'est la bonne approche pour démarrer, je ne saurais le dire. En tout cas, c'est pas forcément ce choix-là que nous on a fait. Bien sûr, à titre personnel, j'aurais tendance à penser que ça vient dans un second temps, c'est-à-dire que c'est peut-être très très lourd et peut-être trop lourd l'ISO 26000. Néanmoins, il reste toujours un cadre. Hein. La RSE, il y a, je rappelle, le référentiel sur la logistique en RSE qui permet d'approcher la chose de manière métier. Toujours les ODD qui sont là, hein, les objectifs de développement durable, qui sont d'ailleurs repris dans le référentiel logistique pour être appliqués au transport et à la logistique. Et derrière, effectivement, il y a des approches plus concrètes. C'est ce qu'on a vu là. Hein. On part d'approches concrètes pour ensuite s'éloigner de ce qui est le cœur du métier et englober toutes les mathématiques. Et je pense que c'est vraiment ça ce qui est intéressant. Et donc, je réponds à une dernière question. Je me permets d'y répondre à votre place pour vraiment clôturer ce webinaire. Il y a une question qui demande est-ce que vous avez des rapports annuels intégrés? Je crois que c'est l'objectif un peu des RSE. Donc, pour 3 d'entre eux, je peux répondre oui, grand oui. De fait, par votre engagement dans le Global Compact, hein, le pacte mondial de l'ONU, vous êtes soumis à des rapports, ce qu'on appelle rapport COP. Hein, je crois que Guillaume Gigelkrantz vous en avait parlé. Communication on Progress. Donc, tous les ans, vous soumettez aux Nations Unies vos avancées en la matière. Une nouvelle fois, je remercie tout le monde pour leur présence. Et puis, j'en viens vraiment à clôturer ce webinaire. Merci à tous ceux qui ont participé. Je rappelle qu'il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du Programme R. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.